Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons 3 volets à débattre. Le premier concernant la Cisjordanie et concernant les demandes avancées par la France sollicitant des sanctions et que des sanctions soient imposées aux colons israéliens qui sont responsables de meurtres vis-à-vis des Gazaouis surtout et vis-à-vis des Palestiniens en général. Aussi, le président du Liban demande une extension d'1 mois de la trêve avec Israël et 3 navires visés dans le détroit d'Ormuz, 2 saisis par l'Iran. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les différents volets, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Atiya Abou-Naga, l'ancien assistant adjoint auprès du ministère des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et félicitations pour la journée du Sinaï. Monsieur l'ambassadeur, nous allons commencer notre rencontre avec le premier volet concernant les colons. Et il faut dire que Jean-Noël Barrot a indiqué jeudi espérer que des sanctions européennes soient adoptées dans les prochains jours contre les colons israéliens responsables de meurtres et d'incendies pour les Palestiniens. Qu'est-ce qui fait que la France a sollicité une telle demande? Oui, bien, je pense que parce que la situation s'aggrave, c'est-à-dire que les crimes que commettent les colons israéliens en Cisjordanie augmentent chaque semaine et il n'y a aucune réaction à part des condamnations. Et je crois que la France avait déjà demandé que des mesures soient prises pour arrêter c'est-à-dire ces crimes. Et malheureusement, les colons ont poursuivi leurs crimes, ont poursuivi les actes qu'ils commettent à l'encontre des Palestiniens, à l'encontre de leurs propriétés. Ils violent aussi les mosquées, ils pénètrent, c'est-à-dire dans les lieux sacrés. Et malheureusement, les choses continuent et aucune réaction n'est prise pour stopper ces provocations et ces crimes. Je dois aussi ajouter que les colons, la présence des colons est illégale. Alors, pas seulement ces colonies sont illégales, mais en plus les colons se livrent à des crimes contre la population palestinienne et contre les biens des Palestiniens. Exactement. Il faut dire que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dit jeudi espérer voir des sanctions européennes adoptées dans les prochains jours contre les colons israéliens responsables, selon lui, de meurtres de Palestiniens ou incendies en Cisjordanie occupée. Il faut dire que la Cisjordanie est le théâtre d'une flambée de violence impliquant des colons israéliens qui s'est intensifiée depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le point. Notre objectif, c'est que les choses changent et que le gouvernement israélien change sa politique. À Gaza, qu'il permette l'accès de l'aide humanitaire. En Cisjordanie, qu'il mette fin à la colonisation illégale et à l'explosion des violences par des colons extrémistes et violents, a déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Il a poursuivi, plaidé depuis 1 an pour que des sanctions soient prises à l'encontre des entités ou des individus qui sont responsables de meurtres de Palestiniens ou d'incendies en Cisjordanie. Il a poursuivi que ces sanctions européennes ont été bloquées depuis 1 an par veto hongrois, veto qui pourrait être levé et qu'il pense parvenir à prendre ces sanctions dans les prochains jours. La Cisjordanie est le théâtre d'une flambée de violence impliquant des colons israéliens qui s'est intensifiée depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février. Selon un décompte basé sur des données de l'autorité palestinienne, au moins 1065 Palestiniens, dont des civils, y ont été tués par des soldats ou colons israéliens depuis le début de la guerre de Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023. Interrogé sur la possibilité de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, le ministre s'est montré plus prudent. Rappelant l'attachement indéfectible de la France à la sécurité d'Israël, il a affirmé que si le gouvernement israélien ne change pas sa politique, notamment à Gaza et en Cisjordanie, on ne pourra pas faire comme si de rien n'était.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ataya Abounaga, il faut dire que la question palestinienne est une question épineuse et on se trouve dans une position géopolitique complexe à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a le dossier iranien qui est venu s'ajouter et le dossier libanais. Il faut dire que la question gazaoui a gagné du terrain durant les 2 dernières années. À votre avis, est-ce qu'elle est toujours propulsée au devant de la scène ou est-ce que les autres dossiers prennent le dessus à l'heure actuelle? En ce qui concerne la couverture des médias, je vois que les autres dossiers prennent le dessus, comme vous dites. C'est-à-dire que l'actualité se concentre sur ce qui se passe au Liban, sur aussi le conflit entre les États-Unis et Israël d'une part et l'Iran d'autre part. Et je crois qu'on a essayé de mettre comme troisième priorité la situation à Gaza. Mais pourtant, elle est très critique et les crimes auxquels se livre l'armée israélienne, le gouvernement israélien, continuent. Chaque jour, on entend des civils qui sont tués, des camps de Palestiniens qui sont bombardés. C'est-à-dire que ce qui a été décidé à Sharm el-Sheikh, malheureusement, le gouvernement israélien ne l'applique pas et continue à violer le cessez-le-feu qui avait été signé en octobre dernier à Sharm el-Sheikh, bien sûr en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, du président américain et de nombreux chefs d'État. Et à votre avis, quels sont les efforts déployés à l'heure actuelle par l'Égypte dans une tentative de contenir la situation à Gaza? L'Égypte a toujours mis en garde contre les mesures qui essayent de... C'est-à-dire qu'il y a une tendance, l'Égypte a remarqué qu'il y a une tendance à mettre de côté un peu le dossier de Gazaoui. Et j'ai vu que le ministre des Affaires étrangères, le docteur Badr Abdelati, a été très clair que l'Égypte refuse catégoriquement qu'on oublie le dossier Gazaoui et a réclamé l'application des accords de Sharm el-Sheikh, du cessez-le-feu de Sharm el-Sheikh, et aussi la mise en place de l'autorité ou l'administration qui est supposée gérer Gaza et reconstruire la bande de Gaza. Actuellement, cette administration n'arrive pas à travailler. Ça se voit. Et Israël continue ses crimes, continue ses attaques contre la population palestinienne de Gaza. Les victimes augmentent, le nombre de victimes augmente et augmente. C'est-à-dire que, et en plus, les Gazaouis vivent dans des conditions très difficiles. Ils vivent dans des tentes. Les services essentiels ne sont pas adéquats. Le processus de reconstruction n'a pas commencé, n'a pas été engagé, n'a pas été déclenché, ce qui signifie que la population gazaoui continue à souffrir énormément. Et à votre avis, est-ce que la communauté européenne va se plier à la demande du ministre français? Personnellement, je ne suis pas sûr, parce que je vais vous dire, je pense que certains pays dans l'Union européenne, certains pays comme l'Espagne en particulier, sont très solidaires du peuple gazaoui et ont réclamé même, le Premier ministre espagnol a réclamé la suspension des accords signés avec Israël, des accords de coopération militaire, je crois, et même des accords de coopération économique, de libre-échange avec Israël, la suspension de ces accords. Mais je pense qu'il y a d'autres pays. La France a un peu changé sa position, c'est-à-dire qu'elle réclame maintenant que des mesures soient prises à l'encontre des colons israéliens qui commettent des crimes à Gaza et en Cisjordanie. Mais il y a certains pays dans l'Union européenne qui demeurent solidaires, qui adoptent des positions pro-israéliennes, ou qui refusent que des mesures et des sanctions efficaces soient prises à l'encontre d'Israël, du gouvernement israélien. Ça c'est clair, ce n'est pas un secret. Et
En cas d'application de sanctions par la communauté ou par l'Union européenne, est-ce que ceci va inciter les colons israéliens et l'autorité israélienne à se plier à ces sanctions et à changer leur position? Oui, c'est-à-dire ça dépend de la nature de ces sanctions. Parce que quelles sanctions? Est-ce que les sanctions seront que ces colons qui ont été impliqués dans les crimes seront jugés et que des mesures seront prises à leur encontre si on établit qu'ils sont coupables. Alors dans ce cas-là, ils seront jugés, devront servir une peine. Mais je ne suis pas sûr que ce processus va avancer rapidement, parce que le gouvernement israélien va mettre des bâtons dans les roues. Il va essayer de s'opposer à que ces sanctions soient appliquées ou que des mesures soient prises qui conduiront à l'application de ces sanctions. Abordons le dossier libanais. Il faut dire que le président libanais, Joseph Aoun, a annoncé que Beyrouth allait demander une prolongation d'1 mois du cessez-le-feu en vigueur, alors que l'arrêt des opérations de destruction menées par Israël dans les zones frontalières lors d'une réunion qui doit avoir lieu jeudi aux États-Unis où le Liban sera représenté par son ambassadrice à Washington, Nada Hamed Mouawad. Voyons les détails dans ce compte rendu. Des contacts sont en cours pour étendre de 10 jours la trêve actuelle qui expire dimanche, a précisé la présidence libanaise qui entend également obtenir un engagement clair sur le respect strict du cessez-le-feu au sud du pays. Dans une allocution depuis le palais de Barabda, le président libanais Joseph Aoun a insisté sur le respect de la souveraineté nationale et le refus de toute concession dans le cadre des négociations à venir. Joseph Aoun a souligné l'importance de l'unité nationale, indiquant œuvrer de concert avec plusieurs responsables politiques, dont Nabih Berri, Nawaf Salem et Walid Jumblatt. Les autorités libanaises mettent en avant plusieurs priorités, notamment le retrait des forces israéliennes, le déploiement de l'armée libanaise jusqu'aux frontières internationales et le retour de près d'1 million de déplacés dans le sud du pays. Un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban est entré en vigueur vendredi 17 avril au matin, après avoir été annoncé par le président américain Donald Trump, qui a organisé une rencontre entre les dirigeants des deux pays. Donald Trump avait annoncé jeudi 16 avril qu'Israël et le Liban s'étaient mis d'accord, ajoutant qu'il s'efforçait d'organiser la toute première rencontre à la Maison-Blanche entre Joseph Aoun et le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Suite à l'entrée en vigueur de cette trêve, le président libanais a déclaré lundi que les négociations directes avec Israël visaient à faire cesser de manière durable la guerre et l'occupation israélienne dans le sud du Liban. Monsieur l'ambassadeur Ataya Aboulnaga, je le répète, vous êtes l'ex-assistant adjoint auprès du ministère des Affaires étrangères. Le président libanais, comme vous l'avez suivi avec nous, a demandé la prolongation d'un cessez-le-feu. Tout d'abord, pensez-vous que cette demande serait exaucée? Bien, le cessez-le-feu a commencé il y a 10 jours à peu près. 2 ou 3 jours après le commencement du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, c'est-à-dire entre l'Iran d'une part et les États-Unis et Israël de l'autre. Mais cela n'a pas empêché Israël de violer ce cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu, Israël a peut-être réduit le rythme des bombardements sur Beyrouth et sur la partie sud du Liban, mais elle continue à le violer, elle prétend qu'il y a des zones de sécurité qu'elle doit protéger et que sa sécurité est en danger, alors qu'elle continue à bombarder certaines régions, particulièrement au sud du Liban. Moi, je ne suis pas très optimiste que ce cessez-le-feu sera appliqué à la lettre, c'est-à-dire qu'on ne va pas, je ne pense pas qu'Israël va cesser complètement ses bombardements au sud du Liban, mais bon, c'est vrai que le gouvernement israélien a réduit le rythme de ces bombardements, de ces violations du cessez-le-feu.
Le président libanais, bien entendu, réclame une extension du cessez-le-feu. On va voir si cela va se concrétiser. Mais je pense que le dossier libanais, à mon impression, c'est qu'il bouge lentement. Parce que nous avons un accord final, c'est juste on arrête les hostilités on prend une pause pour les hostilités, mais cela ne veut pas dire que les questions ont été réglées. Et en plus, le président américain, il insinue toujours que s'il trouve que la situation demande qu'il intervienne de nouveau militairement, il va tout de suite donner des instructions pour la reprise des hostilités. Alors, le conflit ne sera pas réglé très rapidement. Ça va prendre du temps parce que les questions qu'on est en train d'essayer de négocier sont épineuses et compliquées. Et je ne pense pas qu'on peut arriver à un accord en une semaine ou 2 semaines. Non, ça va prendre du temps. Et on a vu ça avec le premier round des pourparlers qu'il y a eu à Islamabad. Ça n'a donné aucun résultat en fait. À part que maintenant on continue la trêve. Et en même temps, le blocus, le détroit d'Ormuz, il est toujours bloqué à la navigation internationale. Apparemment, le point fort de l'Iran actuellement, c'est le détroit d'Ormuz, qu'elle contrôle. Et en réponse, les États-Unis continuent d'attaquer et de viser des navires et autres. Donc, est-ce que la guerre a été transférée au détroit d'Ormuz? Dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire que le détroit d'Ormuz est la carte principale de l'Iran. Et je pense que l'Iran a réussi à concentrer le conflit sur ce point-là. Mais cela ne veut pas dire que les autres questions ont été réglées. Il y a aussi un autre côté positif, c'est un certain cessez-le-feu au Liban. Israël et les États-Unis ont cessé leur bombardement contre l'Iran. La trêve a eu des effets positifs sûrement pour l'Iran, mais en même temps le conflit continue et c'est maintenant le président américain qui a d'ailleurs décidé de reconduire la trêve. On a vu ça. Elle devait se terminer mercredi et maintenant elle a été prolongée pour 2 autres semaines. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Atiyah Abou-El-Naga, vous êtes l'ancien assistant adjoint auprès du ministère des Affaires étrangères. Merci infiniment pour votre présence avec nous. Merci à vous. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée, un bon week-end et à la prochaine. Au revoir.